Ici, on va voir donc on va voir donc la diffusion de Rutherford. Donc ici, on avait vu une expérience faite par Rutherford pour retrouver, je veux dire, les caractéristiques de noyau, enfin de l'atome, et dire que le noyau avait un système planétaire qui ressemblait, je veux dire, aux planètes, les planètes qui étaient en orbite, enfin, et leurs orbites. Donc en fait, le système satellitaire qu'on retrouve, je veux dire, dans les planètes, avec des orbites d'électrons qui tournent autour du noyau et dont la masse était concentrée au niveau de l'atome, au point de vue d'un noyau qui était constitué de nucléons et de protons. Bon, c'est ce que Rutherford avait trouvé en éjectant, je veux dire, il y a du polonium. On peut le faire avec autre chose, hein, avec d'autres matières radioactives. On avait mis, je veux dire, du plomb, du polonium qui émettait des particules alpha. Voilà. Et ces particules alpha euh, venaient frapper, je veux dire, le noyau de feuilles d'or et étaient soit passées ou soit étaient déviées. Et nous, on va étudier donc la diffusion quand ces particules seront déviées par le noyau. Voilà, ici. Alors, pour ça, on va regarder au niveau macroscopique ce qui se passe à l'intérieur, je veux dire, de la feuille d'or et de l'impact qu'il y a entre la particule alpha et le noyau. Donc ici, il faut faire un dessin. Supposons qu'on a le noyau ici. Ça, c'est le noyau. La particule alpha arrive à ce niveau-ci, comme ceci. Voilà la direction de la particule alpha par rapport au noyau. Supposons que la direction parallèle au noyau est celle-ci. Donc ça, c'est la particule alpha émise. Voilà, elle était émise comme ceci. Et en fait, euh, la déviation va se faire au travers de la force de Coulomb exercée par le noyau sur la particule alpha. Et je vais appeler cette force F, comme ceci. Donc, à un point tel que quand la particule alpha arrive au niveau de la force répulsive, en fait, il en subit, je veux dire, une déviation de trajectoire, euh, telle que par exemple celle-ci, donnée par cette trajectoire-ci. Donc, ici, si la particule alpha passe au travers de la particule, au travers de la feuille d'or, et qu'il n'y a aucune déviation, il y a une interdistance ici qu'on appelle, je veux dire, le paramètre d'impact B. Voilà. Ce paramètre d'impact, on le retrouve quand la particule est déviée d'un certain angle. Bien sûr, ici, j'ai l'impulsion de force, l'impulsion de force, ou la quantité de mouvement, ou la variation de quantité de mouvement, en fait. Delta P, c'est le vecteur delta P, et ici on retrouve le F. Bon, ici, la particule va arriver ici et va subir, je veux dire, une déviation. Voilà, une déviation qui sera donnée par des angles bien précis. Voilà, mes marqueurs ne fonctionnent plus tellement bien. Voilà, donc ici, voilà, on aura une déviation comme ceci. Je dirais même mieux, ici, comme ceci. Voilà. Donc la déviation de la particule alpha va faire ceci. Voilà. Et donc ici, on va retrouver, à partir d'ici, ben, la direction de déviation avec le fameux paramètre d'impact, B. Voilà. Donc, qu'il soit ou non dévié ou dévié, il y aura toujours un paramètre d'impact
qui est l'interdistance par rapport au centre du noyau et la particule pris en ligne droite en fait. Pris en ligne droite. Voilà, donc on aura un paramètre d'impact. Suivant qu'il n'y a pas d'impact ou suivant qu'il y a un impact, on retrouvera une interdistance par rapport au noyau et à la direction de la particule alpha. Voilà. La particule alpha étant déviée à ce niveau-ci. Voilà la particule alpha. Voilà. Donc le noyau agit avec une force, bien sûr, qu'on a vu, la force de Coulomb. Bon, et ça, dans les théories qu'on avait vues précédemment, la force de Coulomb, elle est connue. C'est 1 sur 4 pi epsilon 0, hein, et on a 2 ZE carré sur R carré. Voilà. Ça, il faut aller voir donc les théories qui avaient été faites auparavant sur la force centripète et la force coulombienne, et j'avais pris l'expérience du Rutherford pour démontrer que la force de coulombienne était égale à 2ZE carré, 2ZE carré sur R carré, fois une constante qui est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0. Ça, il faut aller revoir les vidéos précédentes, j'explique correctement ceci. Bon, alors ZE, bien sûr, ce sont les charges. Hein. C'est la charge, il y a la charge du proton et la charge de la particule alpha. Voilà. La particule alpha étant, je crois, enfin bref, je ne parlerai pas de la particule alpha. Ici, donc il faut savoir que cette force coulombienne de répulsion dépend du carré de la distance entre les deux charges. Et plus la distance est grande, et plus la force de répulsion est petite. C'est normal. Plus ils sont à grande distance, moins il y aura de force de répulsion. Et plus la particule alpha va passer de manière proche par rapport au noyau, et plus la force va être conséquente. Donc ici, ce qui veut dire que ici la force coulombienne est une force, on va dire, variable. C'est une force variable ici en fait. Voilà. Donc qui dépend du carré de la distance. Voilà. Donc ici, l'impact ne va pas se faire sous forme de choc parce qu'on considère qu'il n'y a pas de masse entre le proton et entre la particule alpha et le noyau massique, bien qu'il soit massique, on ne considère pas qu'il y a, je veux dire, une étude de choc à faire, mais plutôt une étude de répulsion de force en fait. C'est pas un impact qui va venir frapper et répulser, mais plutôt, je veux dire, c'est une répulsion, je veux dire, électrostatique, et pas de manière à la manière de deux boules qui s'entrechoquent. Non, c'est pas ça, c'est plutôt une répulsion de force due aux charges en présence, l'une qui est positive, qui est le noyau, qui contient des protons, et la particule alpha qui contient des électrons. Donc il y a une force de répulsion entre les deux et qui dépend du carré de la distance entre ces deux, entre le noyau et la particule alpha. Donc en fait, les masses ici n'ont rien à voir au niveau du choc, au niveau du choc. Bon, il y a un autre paramètre qui vient en jeu, qui rentre en jeu. En fait, c'est le θ ici. C'est l'angle ici pour lequel il va y avoir déviation. Donc, s'il est pas fortement dévié, ben, on aura une direction comme ceci. Et plus la déviation sera grande, et puis, je veux dire, on va voir, plus le θ sera grand, plus la déviation va être grande. Alors, plus le θ sera grand, et plus la déviation va être grande. Voilà. Ça, il faut savoir. Donc, en fait, il y a deux paramètres à tenir compte. C'est l'angle de diffusion et le paramètre d'impact. Et nous, on va étudier, je veux dire, les équations pour lesquelles il y a une interaction entre les deux, et étudier cette interaction. En fait, c'est ce qu'on appelle la diffusion de Rutherford. Donc, on va étudier cette diffusion de Rutherford au travers d'un paramètre d'impact B et au travers comment on appelle ça, d'un angle de diffusion. Mais avant tout, il faut comment dire, attribuer, je veux dire, certains angles pour pouvoir faire certaines démonstrations. Donc ici, on va appeler cet angle-là delta, mais celui-ci aussi il sera égal à delta. Voilà. Donc en fait, ils seront égaux.
Ces deux angles-ci seront égaux. À tel point que, qu'est-ce qu'on peut dire que delta plus θ est égal à 180, qui est égal à pi. Voilà. Donc, ce qui veut dire que 2 delta plus θ égale pi. On peut dire que 2 delta égale pi moins θ. Donc, delta est égal à pi moins θ sur 2. Donc, ce qui veut dire que ici, cet angle-là, c'est pi moins θ sur 2, et que ce delta ici vaut pi moins θ sur 2. Donc, on voit bien que ce delta ici va dépendre du θ, ce delta. Donc, ce qui veut dire que la quantité de mouvement, je veux dire, à l'entrée, ouais, on peut voir ça comme un système d'entrée. L'entrée, in, et la sortie, ici, out. Donc, à l'entrée, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une quantité d'impulsion, delta P, qui est variable en fonction de l'angle θ. Voilà. Donc en fait ici on va voir un jeu de paramètres variables, hein. FC sera variable, delta P va varier aussi, les angles vont varier et le B va varier aussi. Voilà. Bon, maintenant voyons voir l'étude de l'impact, qui n'est pas un réel impact par choc, mais plutôt une répulsion électrostatique. Alors pour ça il faut étudier les quantités de mouvement. Ici on va considérer que, je veux dire, la quantité de mouvement à l'entrée, P1, et en sortie, P2, est la même. Elle est la même. Donc, voilà, on va considérer ça comme ça. Pourquoi va-t-on dire que P1 égale P2, que la quantité de mouvement à l'entrée et à la sortie est égale? Ben, c'est parce qu'en fait, comme il n'y a pas de choc massique, en fait, on va dire que l'énergie cinétique est conservée, donc il conserve sa vitesse. Il n'y a pas d'accélération en fait. Sa vitesse reste constante. Donc c'est juste une répulsion, je veux dire, électrostatique, et donc là, la vitesse est gardée constante, ici. Donc il n'y a pas de variation d'énergie cinétique. Donc s'il n'y a pas de variation d'énergie cinétique, il n'y a pas de delta énergie cinétique. Le delta est nul. Il n'y a pas de variation d'énergie cinétique. Ce qui veut dire que la variation de l'énergie cinétique est nulle, ce qui veut dire que 1 demi m v carré à l'entrée, in, moins 1 demi m, ou plutôt, c'est plutôt out moins in, v carré, qu'est-ce qui est plus grand? Généralement, c'est l'entrée qui est plus grande. Donc c'est v in carré moins v carré out. Que quand elle perd de l'énergie cinétique, généralement, après une collision, elle en perd. Enfin, ça dépend, ça. Enfin, moi, je vais mettre ça comme ça. Donc, je vais mettre que la masse est conservée, donc les vitesses sont conservées. Parce qu'il n'y a pas de variation d'énergie cinétique. Mais dès le moment où on n'a pas de variation d'énergie cinétique, qu'est-ce qui se passe? On a la quantité de mouvement qui est conservée. C'est normal parce que la quantité de mouvement, c'est mv1 est égal à mv2. Comme les masses sont conservées et que les vitesses sont conservées parce qu'il n'y a pas de variation d'énergie cinétique, d'office, les vitesses sont conservées. Donc mv1 fois mv2, qui est la quantité de mouvement P1, est égal à la quantité de mouvement P2. Voilà. Donc, on va dire que la quantité de mouvement à l'entrée et à la sortie, la quantité de mouvement est conservée. Mais ici, il y a un grand problème. Le grand problème d'ici, bon, c'est pas les masses sont conservées, c'est pas les vitesses sont conservées, mais c'est qu'il y a une déviation d'angle. Pardon, je m'excuse. Il y a une déviation d'angle dépendant de θ. Donc la quantité de mouvement ici, je vais mettre le vecteur vitesse ici, hein.
la particule va par là. Donc je vais mettre le vecteur vitesse dans ce sens-là. Ouais, le rouge ne fonctionne plus, terrible. Je prends un nouveau rouge. Voilà, donc ici, donc j'aurai MV comme ceci. MV comme ceci. Donc il y aura des angles qui vont entrer en jeu. Quel est l'angle qu'on va avoir ici? Mais c'est θ ici. Pourquoi? Ce sont des angles correspondants. Parce qu'ici, on a une parallèle ici. Hein. La direction ici est la même que la direction là. Donc la vitesse ici a un angle θ comme celui-ci. Donc j'aurai MV et θ ici. Et là j'aurai θ. Voilà. Donc on voit bien que la quantité de mouvement ΔP, qui est fonction de la vitesse, et la vitesse est constante en entrée et en sortie, va dépendre de ces angles-là. Donc ça veut dire que on va mettre un système de référentiel et à partir de là, on va faire intervenir la conservation de quantité de mouvement, c'est-à-dire à l'entrée et à la sortie, et égaler tout ça par rapport aux angles. Donc ici, comme on sait bien qu'on a un vecteur vitesse qui prend une certaine direction, qui est la direction de l'angle de diffusion. Voilà, l'angle de diffusion ici et là. Il se retrouve ici l'angle de diffusion. La vitesse va prendre la direction par rapport à l'horizontale d'un certain angle qui est l'angle de diffusion. Voilà. Donc pour ça, il faut mettre un système d'axe. Bon. Mais le système d'axe, on l'a indirectement. Il est ici. Voilà. Ici, on aura l'axe X. Et celui qui colporte la force, ce sera l'axe Y. Voilà. Donc ici, n'oubliez pas qu'on a l'angle delta. Hein. Delta qui est égal à delta qui est égal à pi moins θ. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce qui est conservé? C'est la composante de la quantité de mouvement ici qui est conservée. Voilà. Et la composante qui est conservée ici, c'est celle-ci. Voilà. Alors ici, la composante ici, je vais l'appeler delta P Y. Voilà. Ouais, parce que l'axe des Y est là. La composante en Y, c'est delta P Y. Et ici, je vais l'appeler P de Y. Voilà. Donc, ici, j'ai un triangle rectangle. Ici. Ici, j'ai un angle delta. En d'autres termes, j'ai ceci. Donc, j'ai delta P Y, et là, on a l'angle delta. Bon, et pour la vitesse, on a θ ici. On a la MV ici, la quantité de mouvement, et là, on a P de Y. Voilà. Donc, on a un triangle rectangle. Bon, alors, si je fais delta PY sur delta P, ça, c'est ce qu'on appelle le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est le sinus delta. Alors que ici, si je fais PY sur MV, ça, c'est côté opposé sur l'hypoténuse, c'est le cosinus θ. Le sinus θ, pardon. Côté opposé sur l'hypoténuse, c'est le sinus θ. Voilà. Donc, ce qui veut dire que delta PY est égal à quoi? Delta PY est égal à delta P sinus delta. Et PY est égal à quoi? Sinus θ. MV sinus θ. Voilà. Donc ici, déjà, on peut déjà voir quelque chose. Que le delta PY, est fonction de quoi? De l'angle delta. Puisque en fait, si le delta augmente, le sinus delta augmente, donc delta PY augmente.
Donc en fait, le delta PY est variable en fonction de l'angle delta. Mais le PY, lui, il est variable en fonction du θ. C'est un peu la même chose. Puisqu'en fait, PY est égal à MV sinus θ. M est constant, V est constant. Donc, il va varier en fonction de l'angle de diffusion, θ. Voilà. Donc, mais ici, qu'est-ce qu'on a dit précédemment que l'entrée à l'entrée, on a dit qu'il y avait une conservation donc de quantité de mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire que à l'entrée P-in est égal à P-out. Ce qui veut dire, ça c'est les quantités de mouvement, c'est-à-dire que dPy est égal à PY. Voilà. Bon, mais dPy c'est delta P sinus delta. Donc dPy, bon, c'est ce qu'on voit, ouais, c'est delta P sinus delta. Et Py, c'est MV sinus θ. Et on retrouve l'angle de diffusion. Mais j'ai pas encore le paramètre d'impact. Le paramètre d'impact n'est pas là, mais j'ai au moins une relation avec l'angle de diffusion. C'est déjà bien. Bon, donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Que delta P, ça fait quoi? MV sinus θ sur sinus delta. Mais delta, c'est quoi? Delta, on a dit que c'était pi moins θ sur 2. Pi moins θ sur 2. Donc on aura MV sinus θ sinus de pi moins θ, le tout sur 2. Voilà. Mais sinus de pi demi moins θ demi, qui est ceci, hein, je l'ai décomposé en deux parties, ça fait, ça c'est un angle en angle complémentaire. Le complément de sinus pi demi moins θ demi, c'est cosinus θ demi. Voilà. Mais dès le moment où j'introduis cosinus θ demi pour le dénominateur, pour avoir une simplification avec le numérateur, je suis obligé de ramener tout en θ demi. Or, il y a une formule de Carnot qui dit que sinus θ, c'est quoi? C'est 2 sinus θ demi cosinus θ demi. Ça, c'est Carnot. Et ça, ce sont les angles complémentaires. Voilà. Donc, je vais réécrire ceci. Delta P vaut quoi? MV sinus θ, c'est 2. C'est 2. Je le mets devant, le 2. Sinus θ demi, cosinus θ demi, le tout sur cosinus θ demi. Et en fait, on a une simplification ici. Voilà. Donc, j'ai retrouvé la valeur de delta P par rapport à l'angle de diffusion. Donc delta B est égal à 2 MV sinus θ demi. Voilà. Donc j'ai le fameux delta P ici, et on voit que 2 MV, MV c'est la masse de la particule fois la vitesse, 2 fois 2, tout ça est une constante, donc il va dépendre de l'angle de diffusion. Le delta P ici, en grandeur, va dépendre de l'angle de diffusion. Voilà, ça c'est la première partie, et on en a besoin pour établir la seconde partie. Alors maintenant, pour la seconde partie, donc ceci étant fait, on sait bien que la variation de quantité de mouvement est égale à l'intégrale d'une force qui est établie pendant un instant t.
Alors, ici, donc delta P est égal à l'intégrale de f dt. Ouais, mais f, ici, si je projette donc ici perpendiculairement pour avoir la force, ici j'ai la force colombienne ici, FC, voilà. Voilà. Donc ici j'ai un angle phi, voilà, phi delta P F, donc en fait j'aurai un triangle, encore de nouveau un triangle rectangle où on aura delta P, un angle droit ici, pour avoir ici F ici. Alors ici, delta P, F, et l'angle phi ici. Donc ici, pour avoir, comment ça s'appelle ça, si je fais côté, par rapport à l'angle phi, côté adjacent sur l'hypoténuse, ça c'est le cosinus de phi. Donc, que vaut delta P, il vaut F cosinus phi. Donc ici, je peux intégrer F cosinus phi dt. Voilà. Ici. Bon, on va intégrer normalement de 0 pour t égale 0 à t égale l'infini. Voilà. Et là, on aura l'impulsion, la variation de quantité de mouvement, l'impulsion en fonction de la force, je veux dire, de répulsion. Bon, maintenant, ici, on va faire un tour de passe-passe. Bon, on va pas calculer par rapport au temps, mais par rapport à l'angle phi. Bon. Ici, on va calculer par rapport à l'angle phi ici. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut faire intervenir l'angle phi. Comment? En faisant f cosinus phi d phi sur d phi fois dt. Là, ça fait 1. C'est comme si j'avais rien fait. Parce que d phi sur d phi, ça fait 1. Bon, alors, ici, ça fait quoi? Égale f cosinus phi dt sur d phi fois d phi. Voilà. Et ça, c'est égal à delta P. Voilà. Alors maintenant, ici, il faut rechercher que vaut dt sur d phi. Voilà. Et pour ça, j'aurai besoin d'un troisième tableau. On va chercher ce fameux dt sur d phi. Alors, on sait bien que la force qui est répulsive du noyau sur la particule F, en fait, c'est une force radiale. Hein, elle est radiale par rapport au rayon du noyau, voilà. Et à la direction, en fait, voilà, entre les deux particules, elle est radiale. Donc, en fait, on peut dire que le moment angulaire ou le moment cinétique, c'est la même chose. Le moment angulaire ou le moment cinétique, comment est-ce qu'il est? Mais il est constant, du fait que c'est une force radiale. Apparemment, il est constant, voilà. Donc, voilà, la force radiale est constante. Donc, qu'est-ce que c'est que le moment cinétique? Ben, c'est par rapport à un point matériel M calculé au point O, hein, OM, eh bien, c'est le produit vectoriel entre OM et le vecteur de quantité de mouvement P. Voilà. Donc ce qui fait quoi? C'est la norme de OM fois la norme de P fois le sinus de l'angle entre OM et OP. Et si on considère ici que l'angle OP, si l'angle fait 90 degrés, j'aurai sinus de 90. Sinus de 90, ça fait 1. Donc j'aurai OM fois P. Bon, mais OM c'est quoi? OM c'est la distance
OM, c'est la distance R, ici. B, pardon, B. Donc, c'est la distance B. Et donc, par rapport à ça, c'est le paramètre d'impact. Voilà, c'est le paramètre d'impact. B. Donc, ici, le OM, ce sera le B. B fois, et alors, la quantité de mouvement vaudra M fois V. Voilà. Voilà, mais ça, je vais le renoter au-dessus pour pas... Donc, en fait, je suis parti de l'hypothèse où on a une force radiale, que le moment cinétique ou le moment angulaire était constant, et à partir de là, hein, je calcule le moment cinétique, hein, je veux dire, par rapport à un point O, où l'angle psi fait 90, et je veux dire, en fait, M c'est un point matériel, et O c'est le point où je calcule le moment cinétique, et P c'est le vecteur quantité de mouvement. Donc si je fais le rayon vecteur OM c'est le rayon vecteur, OM fois au niveau vectoriel le vecteur P, ben, j'ai le produit vectoriel, ici le psi vaut 90, comme c'est le cas dans le schéma, psi vaut 90, donc on a B fois MV. Donc moi je vais partir à partir d'ici pour évaluer comment on appelle ça, le moment cinétique. Donc le moment cinétique vaut MV. Donc ici, donc le moment cinétique il vaut BMV. BMV, où B est la distance du point d'impact. Voilà, ici je fais intervenir le point d'impact. C'est là qu'il intervient le point d'impact. Alors qu'avant j'avais une équation avec des θ. Maintenant j'ai une équation avec un point d'impact. Donc je vais pouvoir réunir les deux grâce au dt sur dφ et réunir les deux. Et c'est grâce à ça qu'on réunit les deux. Donc ici, mv, v c'est la vitesse linéaire. Mais b c'est aussi m fois oméga r, si on travaille en vitesse angulaire. D'accord? Mais r c'est aussi b. B c'est le paramètre d'impact. Voilà. Donc M c'est la masse, B c'est le paramètre d'impact. Ici, on a de nouveau le paramètre d'impact qui intervient. Donc en fait, quelque part, ça fait M oméga R carré. Mais oméga, c'est la vitesse angulaire, c'est dφ sur dt par rapport à l'angle phi. Par rapport à l'angle phi, dφ sur dt, hein, je veux dire, c'est la vitesse angulaire. Voilà. Donc dφ sur dt. La variation d'arc par rapport au temps. Donc dφ sur dt, c'est oméga. On a R carré ici. Voilà. Donc ici, donc ce qui fait MD phi sur dt R carré, MD phi sur dt R carré, ce qui fait MR d phi sur dt fois R. Voilà. Voilà. Attention qu'ici j'ai oublié un B. Non, le B je l'ai transformé en R pour faire MR carré, parce que B égale R. Je peux remettre B, hein. Bon, mais ici je vais retravailler avec R, c'est pas grave. R qui est le rayon vecteur, à partir de où on calcule le moment angulaire, le moment cinétique. Bon, alors, on a RD phi sur dt, et c'est aussi, RD phi, c'est aussi, ici on retrouve oméga R, hein, on retrouve oméga R ici, hein, donc ce qui fait M oméga R, oméga R, oméga R, et ça c'est la vitesse. Oméga R c'est la vitesse linéaire, MV, et là le R je peux l'appeler MVB, 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 hein. Enfin je retrouve ce que j'avais au départ, MVB, enfin je devrais m'arrêter, MB, ouais je devrais m'arrêter ici,
plutôt que recommencer par rapport au début. Sinon, je vais tourner en rond. Donc ça, c'est pas bon. Donc ici, si je considère cette équation-là et cette équation-là, et que je les égale, MVB est égal à MB dφ sur dt fois B. Si je simplifie le M et le B et le B ici, il reste que R carré MVB MR carré MR VB MD phi carré sur R. Bon, enfin bref, MVB MR carré dφ sur D. Voilà, je vais quand même garder le R. Sinon... B. On va essayer de garder, je vais pas dire, je vais pas mettre ces petites hypothèses là, sinon je vais me tromper. Donc, je vais égaler la 1 et la 2. MVB, qui est la 1, équation 1, hein, est égal à la 2. Parce qu'il y a des égalités partout, je vois pas pourquoi, je veux dire, j'égale la première et la dernière. Donc ici, M R dφ sur dt fois R. Donc, n'oubliez, on perd pas pas de vue, au calcul, on essaie de chercher que vaut le dt sur dφ. Mais ce dt sur dφ, il suffit de le mettre à gauche, dt sur dφ. dt sur dφ est égal à... la masse va se simplifier, R carré sur VB. Voilà. Voilà. R carré sur VB. Voilà que vaut le dt sur dφ. Et donc, le dt sur dφ me fait apparaître le B, le paramètre d'impact, et la vitesse aussi, linéaire. Donc voilà. Donc en fait, ceci, je dois le mettre... Ouais, j'ai oublié l'intégrale ici. Hein. Donc dt, de t égale 0 jusqu'à t égale l'infini. Voilà. Et là, comme je travaille en phi, ben, je dois mettre l'angle phi, il va varier de quoi à quoi. Et l'angle phi va varier de moins delta à delta, à plus delta. Donc il va varier de moins delta à plus delta. Et que vaut dt sur dφ, on vient de le dire, il vaut R carré sur VB. R carré sur VB, le tout fois dφ, cosinus phi, pour delta, de plus delta à moins delta. Là on a F, et là on a delta P. Bon. Voilà, on commence à voir le bout du tunnel, parce qu'ici, on a bien un angle phi, un angle delta, et on va calculer tout ceci. Il faut de la place, effectivement. Donc je vais réécrire. Donc que vaut delta P? Delta P c'est 2mv sinus θ demi. Donc 2mv sinus θ demi. Donc j'ai 2mv sinus θ demi est égal à F. F c'est la force de Coulomb. C'est 1 sur 4 pi epsilon 0
2z e carré. Ouais, la force de Coulomb, on avait dit que c'est 1 sur 4 pi epsilon 2z e carré sur r carré. 2z e carré sur r carré. Alors, r carré constant sur VB intégrale de moins delta de cosinus phi d phi. Voilà. Bon, je vais évaluer l'intégrale ici. Comme ça c'est fait. Donc r carré VB, F, ça c'est bien F. F est là. R carré VB c'est dt sur d phi. Voilà, et on retrouve. Voilà, donc on va évaluer cette intégrale-ci. Elle est toute simple, c'est une intégrale directe. Donc l'intégrale de la dérivée de sin, c'est cosinus, donc la primitive de cos, c'est sin. Donc c'est une primitive directe. La primitive de cos, c'est sin. Donc c'est sin phi entre les bornes delta, moins delta et plus delta. Mais moins delta, on a dit que moins delta, c'est moins delta. C'est donc de... enfin, je mettrai les bornes après. Je vais d'abord calculer l'intégrale. Enfin, de mettre sur les bornes. Donc on a delta et moins delta, ce qui fait sinus delta moins sinus delta. Voilà. Voilà. De moins delta, pardon. Voilà. Mais sinus de moins quelque chose, c'est en fait sinus de delta moins sinus delta. Voilà. Parce que le sinus, quand il est négatif, on peut, hein, je veux dire, on peut mettre un moins devant. Il devient opposé. Le sinus devient opposé quand on a un angle opposé. Donc ça fait moins par moins plus. Et si on fait sinus delta plus sinus delta, ça fait 2 sinus delta. Ouais, mais delta il vaut quoi? On vient de le voir. C'est pi demi moins θ demi. Ouais. Donc, 2 sinus, voilà, pi demi moins delta, voilà. Et ça, on retrouve l'angle complémentaire. Donc, ce qui fait quoi? 2, le sinus de pi demi moins θ demi, c'est cosinus θ demi. Voilà. Donc ici, tout ce que je viens de calculer, c'est l'intégrale ici. Donc, je peux effacer ceci et remettre 2 cosinus θ demi. Voilà. Et je réécris. Je réécris 2 cosinus θ demi. Bon, maintenant, on peut aller à nos simplifications. Je simplifie le r carré ici. Ouais. Je peux simplifier le 2 et le 2 ici. Et qu'est-ce qui reste? Donc, je vais mettre 2 cosinus θ demi. Le sinus θ demi, je le fais passer ici. Voilà. Et de cette manière-là, j'ai 4 pi epsilon 0 VB. Donc, VB. Là, j'ai encore un M. M fois V, ça fait MV carré. Voilà. Le 2 là, je le fais passer en dessous. Et il reste Z. Donc, 4 pi epsilon 0, il monte là-bas. MV fois V,
c'est MVB carré, MV carré fois B. Sinus θ, il passe de l'autre côté. 1 sur 4 pi epsilon 0, il est passé là-bas. ZE carré, il faut que je le remette ici. Voilà. Et comme ça, on a tout mis. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que MV carré sur 2? MV carré tout sur 2, c'est l'énergie cinétique. Donc je peux dire que c'est le travail. Donc j'aurai 4 pi epsilon 0 fois le travail sur 2ZE carré, le tout fois B. Et ça, c'est égal à quoi? À la cotangente θ demi. Voilà. Donc maintenant, on voit bien que le 2 est disparu parce qu'il est avec 1 demi MV carré. Voilà, donc ça fait ZE carré, le B, 4 pi epsilon 0 et le travail, l'énergie cinétique. Donc en fait, il y a bien une liaison, hein, dans l'angle de diffusion entre le paramètre d'impact. C'est une formule qui donne donc le B en fonction du paramètre d'impact. Pardon, l'angle de diffusion en fonction du paramètre d'impact. Voilà. Donc en d'autres termes, si j'écris à l'endroit, cotangente θ demi est égal à 4 pi epsilon 0 t sur ZE carré, le tout fois B. Voilà. Donc sachez qu'ici c'est toutes des constantes apparemment. Il y a toutes des constantes, M et B. Donc l'angle de diffusion va dépendre que du B. L'angle de diffusion va dépendre que du B. Ou le paramètre d'impact ne dépendra que de l'angle de diffusion. Donc il y a une relation de l'un à l'autre. Voilà, je vous remercie. Oui, c'est ce qu'on appelle donc l'angle de diffusion de Rutherford. Enfin, c'est la diffusion de Rutherford. Voilà. Voilà. Donc en fait, c'est par rapport à une particule alpha qui était émise via au travers de, comment on appelle ça, du polonium, qui est radioactif, sur une feuille d'or. Et en fait, on étudie l'angle de déviation par rapport à un paramètre d'impact qui est la distance entre le noyau et la séparation de la direction de la particule alpha quand elle n'est pas déviée. Donc en fait, en d'autres termes, l'angle delta et B seront, je veux dire, dépendants l'un de l'autre. Et θ est l'angle de diffusion. Voilà, je vous remercie.